7 mots. C'est tout ce qu'il a fallu pour que le sol se dérobe sous mes pieds, pour que l'univers que j'avais méticuleusement construit autour d'un amour que je croyais éternel s'effondre en un tas de cendres froides. 7 mots prononcés sans la moindre inflexion, comme s'il récitait une simple liste de courses. Je n'avais même pas eu le temps de m'asseoir convenablement que sa phrase avait déjà fendu l'air, tranchante et irrévocable. Le café, la mélodie d'ambre, était bondé, baigné dans la lumière douce d'un après-midi d'automne. Un jazz suave et mélancolique s'échappait des enceintes discrètement suspendues au plafond, et l'odeur riche de l'expresso fraîchement moulu se mêlait au parfum sucré des desserts onéreux exposés dans la vitrine. J'avais fait à peine 2 pas en direction de notre table habituelle, près de la baie vitrée, lorsque Jason leva les yeux de son cappuccino encore intact, la mousse parfaite et immaculée. « Il faut qu'on parle », a-t-il lâché. Mon estomac se contracta si violemment que j'en eus le souffle coupé. Je me souviens encore de sa voix, dénuée de toute émotion, presque robotique, comme s'il avait répété cette scène des dizaines de fois devant son miroir. Je m'assis lourdement sur la chaise en velours rouge, sentant déjà mes paumes devenir moites. « Que se passe-t-il » demandai-je en m'efforçant d'afficher un sourire qui se voulait rassurant, mais qui devait ressembler à une grimace. « C'est à cause du traiteur ? Je sais qu'ils sont chers, mais on peut trouver une autre option. » Il ne répondit pas, laissant ma voix s'éteindre dans le murmure ambiant du café. Au lieu de cela, il plongea la main dans la poche intérieure de son manteau de créateur et posa sur la table en marbre une petite boîte en velours bleu nuit. Non pas pour me la tendre, comme il l'avait fait un an plus tôt sous un ciel étoilé, mais pour me la reprendre. C'était un geste de restitution, pas une offrande. « Je ne peux pas t'épouser, Émilie, dit-il. Voilà. Comme ça. » 7 mots qui me transpercèrent plus profondément et plus douloureusement que n'importe quel scalpel que j'avais pu tenir dans mes mains de chirurgienne. « Quoi » fut le seul son qui parvint à franchir mes lèvres, un murmure à peine audible. Il se laissa lourdement tomber en arrière sur sa chaise, un soupir de soulagement à peine déguisé s'échappant de ses lèvres, comme si le poids de cette prétendue honnêteté l'avait enfin libéré de ses chaînes. « Ce n'est pas toi, le problème. C'est juste que, nous allons dans des directions différentes. J'ai noué de nouvelles relations, des liens importants pour mon avenir. Megan Langley et moi, nous sommes sur la même longueur d'onde, d'une manière que je n'avais jamais connue auparavant. Megan Langley. La fille de Gregory Langley, le titan du capital risque qui possédait la moitié des startups technologiques de la côte ouest. Mon cœur, qui semblait s'être arrêté, se mit à battre la chamade, une pulsation sourde et douloureuse dans ma poitrine. « Tu me quittes pour elle ? Pour son nom, pour son argent ? » Ce n'était pas comme ça, prétendit-il, bien que la vérité fût aussi évidente que le nez au milieu de son visage parfaitement rasé. « C'est mieux pour nous deux à long terme. Tu mérites quelqu'un de plus, simple. Quelqu'un qui correspond mieux à ton monde. » Il n'a même pas scié lorsque je l'ai regardé, abasourdie et muette, essayant désespérément de comprendre comment l'homme que je devais épouser dans 16 petits jours pouvait m'effacer de sa vie avec une telle facilité déconcertante. Puis, comme s'il n'avait pas déjà creusé un gouffre assez profond dans mon âme, il ajouta le coup de grâce, et puis, il y a la bague. C'est un héritage de famille, tu sais. Ma grand-mère serait dévastée si elle quittait la famille. J'ai retiré la bague de mon doigt. Mes mains tremblaient de façon incontrôlable, mais je parvins à la poser délicatement sur la table entre nous, le diamant scintillant sous la lumière tamisée comme une larme de cristal. « Merci pour ton honnêteté, dis-je, ma voix étonnamment stable. Puis, je me suis levée et je suis partie, digne, traversant les portes vitrées, dépassant le couple qui partageait un tiramisu en riant. Ignorant les regards curieux qui tentaient de déchiffrer le drame silencieux qui venait de se jouer. Ce n'est qu'une fois arrivé au coin d'Elm Street, à l'abri des regards, que les larmes ont finalement jailli, un torrent chaud et salé qui brouillait ma vision du monde. Je ne suis pas retournée à l'appartement que nous partagions. La simple idée de voir les cartons de déménagement à moitié remplis, notre avenir commun empilé et étiqueté, ou la robe de mariée suspendue comme un fantôme dans le placard, m'était insupportable. Le silence de cet endroit, autrefois notre refuge, me semblait désormais assourdissant. Mais lorsque j'arrivai enfin devant la porte, quelques heures plus tard, le cœur lourd, je constatai que le travail avait déjà été fait. Mes affaires étaient rassemblées dans des valises bien alignées près de l'entrée. Vêtements, livres, produits de toilette,
Tout était soigneusement trié et emballé, comme un colis retourné à l'expéditeur. Ce n'était pas l'œuvre de Jason. Il n'aurait jamais été aussi méticuleux. Cela portait la marque de sa mère, une femme dont l'efficacité n'avait d'égal que sa froideur. Je suis restée assise par terre, à côté de ses valises, pendant une durée indéterminée, le temps semblant s'être dissous. Mon ancien bail de studio avait expiré le mois précédent. Je l'avais cédé avec joie à une jeune étudiante infirmière, persuadée de ne plus jamais avoir besoin d'un lieu à moi seule. Chaque centime que j'avais économisé avait été englouti par l'organisation du mariage. Il me restait moins de $100 sur mon compte en banque et une semaine entière à tenir avant le jour de paix. C'est dans ce moment de désespoir total que j'ai fait ce que je n'avais pas fait depuis plus d'1 an. J'ai appelé ma famille d'accueil. Margaret Temple a répondu à la 3e sonnerie, sa voix toujours aussi chaude et posée, un baume sur mes blessures béantes. « Émilie, ma chérie, où étais-tu passée ? J'allais justement t'appeler au sujet de cette paire de chaussures que nous avions repérée la semaine dernière. » Je n'ai même pas pu formuler un mot. Un sanglot étranglé s'est échappé de ma gorge, et ce fut suffisant. Elle a tout compris. 1 heure plus tard, j'étais blottie sur son canapé à carreaux délavés, serrant une tasse de thé à la menthe fumante entre mes mains gelées, pendant qu'elle me caressait doucement les cheveux, exactement comme elle le faisait quand j'avais 13 ans et que j'arrivais chez elle, le cœur brisé par un énième placement raté. Margaret n'a pas posé de questions. Elle a simplement drapé une épaisse couverture en tricot sur mes jambes et m'a dit « Reste aussi longtemps que tu le souhaites. » Tu m'entends ? J'ai de la place, et tu n'as absolument rien à prouver à personne. Tu es à la maison ici. Cette nuit-là, je n'ai pas trouvé le sommeil. Allongée sur le vieux lit gigogne de son salon, les yeux fixés sur les ombres dansant au plafond, je me suis repassé en boucle chaque détail de cette conversation avec Jason. Son calme olympien, sa manière de ne jamais hésiter, pas une seule fois. M'avait-il seulement aimé un jour, ou n'avais-je été qu'une simple commodité, une remplaçante en attendant que quelqu'un avec un nom de famille comme l'anglais se présente ? Au lever du soleil, la douleur aiguë s'était muée en quelque chose de plus lourd, de plus insidieux, la honte. J'étais censée commencer une nouvelle vie, un nouveau chapitre, fonder une famille. Au lieu de cela, j'étais revenue à la case départ. À 28 ans, le cœur en miettes, sans abri et profondément humilié. Vers midi, j'ai pris une douche, je me suis habillée et je suis retournée à l'hôpital, enfilant mon masque de professionnalisme comme une armure. Les infirmières me souriaient. Certaines m'ont posé des questions enjouées sur les derniers préparatifs du mariage. J'ai souri en retour, hoché la tête, inventé des réponses vagues, car dire la vérité m'aurait donné l'impression de me déchirer la poitrine une seconde fois. Mais en enfilant ma blouse et en commençant ma tournée des patients, une chose m'est apparue avec une clarté aveuglante. Je ne pouvais pas rester ici. Pas dans cette ville. Pas avec ces souvenirs à chaque coin de rue. Pas pendant que Jason Miller et Megan Langley trinquaient à leur avenir radieux, juste de l'autre côté de la ville. Pas alors que je n'avais nulle part où aller et plus rien à perdre. 3 jours s'écoulèrent, lents et douloureux, pendant lesquels je fonctionnais en pilote automatique à l'hôpital, faisant de mon mieux pour contenir le chaos qui régnait en moi. J'ai souri quand on m'a interrogé sur le mariage. J'ai dit qu'il avait été reporté. J'ai prétendu que Jason avait dû partir pour un voyage d'affaires imprévu. J'ai affirmé que j'allais bien. J'ai menti. Mais le 3e jour, alors que je consultais le dossier d'un patient de la chambre 8, Rachel, notre infirmière en chef, une femme directe et sans fioriture, a passé la tête par la porte et m'a dit « Tu cherches toujours un moyen de t'échapper de ce trou ?» J'ai cligné des yeux, surprise. « Quoi ?» Elle m'a fait signe de la rejoindre dans le couloir et a baissé la voix, d'un ton conspirateur. « Tu te souviens de Lily, de la neuro ? Elle a pris un poste d'aide à domicile il y a 1 mois. Un salaire de folie. Mais elle a démissionné la semaine dernière. Apparemment, elle n'arrivait pas à gérer le type. « Quel type ?» demandai-je, intrigué. Rachel a haussé un sourcil. Un riche magnate de la technologie, paralysé suite à un accident. Il vit à Cypress Hill, dans une de ces forteresses modernes. Paraît-il que c'est un véritable cauchemar de travailler pour lui. Arrogant, exigeant, impossible. On parle d'un salaire qui représente le triple de ce que nous gagnons ici.
Logement privé dans une suite. Repas préparé par un chef. Pas de colocataire. Pas de garde de nuit. Juste un seul patient. J'ai hésité. Je ne suis pas aide-soignante. Tu es une infirmière diplômée avec 5 ans d'expérience en chirurgie, a-t-elle rétorqué. Tu es plus qualifiée que la moitié des gens qu'ils ont embauchés. Et crois-moi, ce type les fait tous fuir en moins de 2 semaines. Tu es têtue, Émilie. Ça pourrait jouer en ta faveur. J'ai failli rire. Je ne savais pas quelle part de moi relevait encore de l'obstination. Tout en moi me semblait brisé. Mais quelque chose dans sa voix, le mot « évasion », résonnait puissamment en moi. « Tu as un contact ?» ai-je demandé. 10 minutes plus tard, elle me tendait une petite carte de visite cartonnée, avec un nom écrit en cursive nette et élégante, Margaret Temple, gestionnaire immobilière. Il m'a fallu attendre minuit pour trouver le courage d'appeler. Je me tenais dans la ruelle derrière la maison de mon autre Margaret, emmitouflée dans mon manteau, respirant l'air froid du Montana, le téléphone tremblant dans ma main. Margaret Temple a décroché à la 2e sonnerie. Oui. C'est Emily Carter. On m'a parlé d'un poste d'infirmière à domicile. Un silence pesa. Puis, êtes-vous disponible pour un entretien demain matin à 9 heures précises ? J'ai cligné des yeux, prise de court. Oui, je peux être là. Apportez vos diplômes et vos références. L'adresse vous sera envoyée par message. Ne soyez pas en retard. La ligne a été coupée. À 4h30 du matin, je prenais le premier vol d'Elena pour San Francisco, suivi d'une correspondance pour une navette régionale qui a grimpé les collines escarpées de Cypress avant de me déposer dans un autre monde. Tout me semblait irréel, comme un rêve auquel je n'avais pas droit. Et puis j'ai vu la maison. Elle ressemblait à une forteresse moderne, faite de verre, d'acier et d'arêtes vives, nichée à flanc de falaise, comme si quelqu'un avait sculpté une demeure à même le soleil et la pierre. Un long portail noir s'est ouvert silencieusement à l'approche de mon taxi, et pendant une fraction de seconde, j'ai eu envie de dire au chauffeur de faire demi-tour. Mais il était trop tard. Margaret Temple m'a accueilli sur le seuil. Une femme d'une 60aine d'années, mince comme un fil de fer, les cheveux gris tirés en un chignon impeccable, vêtue d'un tailleur bleu marine sans un pli. Elle m'a examiné de la tête aux pieds avec la précision d'une personne habituée à l'efficacité militaire ou hospitalière. « Vous êtes en avance » a-t-elle constaté. Je ne voulais pas être en retard. Bien. Suivez-moi. L'entretien a été d'une brièveté déconcertante. Elle a parcouru mon CV, m'a posé exactement 4 questions, n'a pas souri une seule fois, et a finalement déclaré « Le poste est à vous, mademoiselle Carter. » Les conditions sont simples. Disponibilité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 2 jours de congé par mois. Aucune visite autorisée. Vos connaissances médicales sont cruciales. La discrétion est impérative. Votre patient est un homme, complexe. Vous logerez au 2e étage, dans la suite adjacente à la sienne. Les repas et le logement sont inclus. Le salaire est de $12 000 par mois, plus une prime de performance discrétionnaire. J'ai essayé de ne pas laisser transparaître ma stupeur. Je me souviens m'être agrippée aux accoudoirs du fauteuil pour ne pas éclater de rire ou de larmes. C'était plus du triple de ce que je gagnais à l'hôpital. Je n'avais aucun plan. Je n'avais rien d'autre qu'un sac de sport trop grand et un cœur en convalescence, mais j'ai accepté. Je l'ai dit sans la moindre hésitation. Margaret a fait glisser un dossier sur la table. Ceci est votre contrat. Lisez-le attentivement avant demain. Votre patient est Monsieur Ryan. Ce nom ne me disait absolument rien à l'époque. Il allait bientôt tout signifier. Le lendemain matin, je me tenais devant sa porte, le contrat signé à la main, le cœur battant à tout rompre. Le couloir était d'un silence oppressant, étouffé par une moquette épaisse qui absorbait le son de mes pas. Tout dans cette maison était poli, froid et impersonnel. Des sols en pierre, des lignes épurées, un silence qui criait la richesse. Margaret se tenait à côté de moi, son presse-papier serré contre sa poitrine. « Êtes-vous certaine de vouloir faire ça ?» demanda-t-elle sans me regarder. J'ai signé le contrat. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. J'ai dégluti.
Oui. Elle frappa 2 fois, sèchement, puis ouvrit la porte sans attendre de réponse. La pièce était vaste, presque caverneuse. Des plafonds voûtés, d'immenses baies vitrées donnant sur une rangée de séquoias majestueux, la lumière du soleil matinal se déversant sur un parquet clair. On aurait dit une salle du trône construite pour un fantôme plutôt qu'une chambre à coucher. Il était là, près de la fenêtre, dans un fauteuil roulant noir, élégant et high-tech. Il nous tournait le dos. « Monsieur Hay, dit Margaret sèchement. Votre nouvelle infirmière est arrivée. Emily Carter. » Il ne se retourna pas immédiatement. Il resta assis, les doigts tapotant lentement l'accoudoir de son fauteuil. Puis, enfin, il pivota, et j'en eus littéralement le souffle coupé. Je ne sais pas à quoi je m'attendais. Un homme plus âgé, peut-être frêle. Mais Ryan Hay était jeune, la trentaine tout au plus, grand même assis, avec des cheveux noirs en désordre, une mâchoire carrée et des yeux d'un bleu si clair qu'ils semblaient de cristal. Et pourtant, il y avait quelque chose d'infiniment lasse en lui. Sa peau était pâle, sa silhouette amincie, mais c'est son expression qui me glaça le sang. Il me regarda comme si ma simple présence était déjà une profonde déception. Alors, dit-il d'une voix basse et mordante, ils m'en ont envoyé une autre. Quel est le pari, cette fois, Margaret? 1 semaine? 10 jours? Margaret n'a pas répondu. Elle a seulement dit, je vous laisse faire connaissance. Et elle est partie, fermant doucement la porte derrière elle. Le silence s'étira, lourd et inconfortable. Je ne suis pas là pour un pari, dis-je finalement, ma voix plus ferme que je ne l'aurais cru. Je suis ici pour faire mon travail. Il fit rouler son fauteuil de quelques centimètres, s'approchant, m'examinant comme une œuvre d'art qu'il n'appréciait pas. Et en quoi consiste ce travail, à votre avis? Administration des médicaments, physiothérapie, surveillance des constantes vitales, soutien à la rééducation. Il eut un ricanement méprisant. Vous avez oublié la partie où vous hochez la tête avec une sympathie feinte quand je n'arrive pas à bouger un muscle. C'est généralement le moment préféré de tout le monde. Je n'ai pas bronché. Je ne suis pas là pour vous plaindre. Monsieur Hay. Il inclina légèrement la tête, une lueur d'intérêt dans ses yeux de glace. Oh, ça, c'est nouveau. La plupart craquent au bout de 3 jours. Je vais peut-être vous surprendre. Peut-être, dit-il, mais le sourire narquois qui se dessina au coin de ses lèvres indiquait clairement qu'il n'en croyait pas un mot. Nous avons traversé la première journée dans une tension silencieuse. Je lui ai administré ses médicaments, j'ai examiné son programme de physiothérapie, j'ai pris des notes détaillées. Ryan n'a cessé de me lancer des pics, de tester mes limites, de me pousser à la faute, mais je n'ai pas mordu à l'hameçon. J'avais travaillé avec des vétérans amputés, des adolescents hurlant à chaque injection, des mères en deuil sous morphine. Ryan Hay n'allait pas m'effrayer. Ce soir-là, alors que je préparais sa chambre pour la nuit, il a soudainement dit « Vous n'êtes pas comme je l'imaginais ». J'ai levé les yeux du tiroir que je rangeais. Vous ne m'avez pas posé de questions sur l'accident. J'ai pensé que vous me le diriez si vous le souhaitiez. Un autre silence. Une autre surprise. C'était pendant une session de ski, a-t-il finalement dit, sa voix plus basse. Seul. J'ai perdu le contrôle sur une corniche. Je me suis réveillé dans un hélicoptère. Je ne sens plus rien en dessous de la taille depuis. J'ai hoché la tête. Merci de me l'avoir dit. Il m'a observé longuement. Pourquoi avez-vous accepté ce travail? J'en avais besoin. Pas pour l'argent. Pourquoi ce travail? J'ai croisé son regard. Parce qu'on m'a menti. Et parce que je sais ce que c'est que d'être abandonné. Son expression a vacillé une seconde, une fissure dans le mur de glace qu'il avait érigé autour de lui. Puis il s'est retourné vers la fenêtre. Ne vous attachez pas, a-t-il dit. Je ne suis ni reconnaissant, ni amical. Bien, ai-je répondu. Je ne me fais aucune illusion. Il n'a rien dit après ça, mais il ne m'a pas non plus congédié. C'était la 5e nuit. Je n'étais pas censé être réveillé, mais le vent hurlait dehors depuis minuit, secouant les fenêtres comme un fantôme agité. Je me suis levé pour fermer les stores et j'ai aperçu une fine ligne de lumière sous la porte de la salle de sport de l'aile ouest,
un endroit où Ryan ne laissait entrer personne, surtout pas seul. Au début, j'ai ignoré. Je me suis dit qu'il s'était probablement endormi devant la télévision. Mais un pressentiment, quelque chose d'instinctif, m'a poussé à vérifier. J'ai enfilé un pull, traversé le couloir silencieux et poussé la porte du gymnase juste assez pour jeter un œil. Ce que j'ai vu a tout changé. Ryan y était debout. Pas complètement, pas sans aide. Il s'agrippait à une paire de barres parallèles, les bras tendus, la sueur perlant sur ses tempes, ses jambes tremblant de manière incontrôlable sous son poids, chaque muscle de son corps tendu à l'extrême. Mais il le faisait. Lentement, avec une détermination féroce, il faisait un pas laborieux, puis un autre. J'ai retenu mon souffle. Il ne m'a pas remarqué au début, trop absorbé par sa concentration. Mais le léger grincement de la porte l'a trahi. Il s'est retourné brusquement, m'a aperçu, et son expression est passée de l'effort intense à une rage pure. « Qu'est-ce que vous fichez ici » a-t-il craché. J'ai entendu du bruit. J'ai cru que... « Sortez » a-t-il hurlé. Je n'ai pas bougé. Non pas par défi, mais parce que quelque chose s'était débloqué dans ma poitrine. Il n'était pas sans espoir. Il n'avait pas abandonné. Il cachait ses progrès. Pourquoi, ai-je demandé doucement. Pourquoi garder ça secret? Ses mains se crispèrent sur les barres, ses jointures blanchissant. Parce que dès que les gens voient un progrès, ils s'attendent à des miracles. Et la guérison, ça ne fonctionne pas comme ça. Il eut un rire amer. Non, mais la déception, si. J'ai déjà vu assez de gens s'éloigner en réalisant que je n'allais pas me lever comme par magie pour redevenir celui que j'étais. Je ne revivrai pas ça. Alors vous prétendez que tout est fini. Que vous avez abandonné. Sa mâchoire se serra. Vous ne comprenez pas, je m'approchai prudemment. Comme on approche un animal blessé. Peut-être pas, son regard se fixa sur le mien, furieux, mais aussi incertain. Je ne dirai rien à personne, dis-je. Mais si vous me laissez vous aider, vraiment vous aider, nous pourrions travailler ensemble vers quelque chose de mieux. Vous n'êtes pas obligé de faire ça tout seul. Pourquoi, demanda-t-il, sa voix brisée. Pourquoi est-ce que ça vous importe? Parce que je sais ce que c'est de voir son avenir s'effondrer et d'être obligé de sourire à travers les débris. Il me fixait, à bout de souffle, la sueur luisant sur sa peau. J'ai cru qu'il allait crier à nouveau, me virer sur le champ. Au lieu de cela, il s'est lentement laissé glisser dans son fauteuil, silencieux, épuisé. Finalement, il a murmuré, « D'accord. » Mon cœur a bondi. « On garde ça pour nous » a-t-il ajouté. Personne, absolument personne ne doit savoir. Je comprends. Et vous suivez mes instructions. Quand je dis stop, on arrête. Quand je dis d'aider, vous aidez. Entendu. D'accord. Il m'observa, le regard toujours perçant, mais quelque chose avait changé. Un respect tacite. Vous n'êtes pas comme les autres. J'ai haussé les épaules. Je n'essaie pas de l'être. Nous avons commencé les séances le lendemain matin, très tôt, dans le calme absolu de la maison endormie. Chaque pas qu'il faisait était une torture maîtrisée, une lutte contre la gravité menée avec pour seules armes la rancœur et la mémoire musculaire. Mais il le faisait, et j'étais là. Pas pour applaudir ou pour plaindre, mais pour le soutenir. Pour être la main qui l'empêcherait de tomber. Tout a commencé par une voix. J'étais en train de ranger l'armoire à pharmacie dans ma chambre quand je l'ai entendue. Profonde, assurée, et faussement douce. La voix d'un homme qui n'était ni Ryan, ni un membre du personnel. Intrigué, je me suis dirigé discrètement vers le couloir principal, suivant le son jusqu'au salon ouest. Là, affalé sur le canapé en cuir, se tenait un homme d'une quarantaine d'années, sa montre de luxe scintillant au soleil matinal. Il tenait un verre de whisky. « Ryan, mon ami, tu as une mine épouvantable, » dit l'homme en riant. Ryan, assis en face de lui, lui adressa un sourire crispé. « Content de te revoir aussi, Eric. » C'est ainsi que j'ai rencontré Eric Thorne, l'associé de longue date de Ryan. L'homme qui, selon Margaret Temple, avait pris les rênes de High Nexus Technology après l'accident. Quelque chose chez lui me mettait mal à l'aise.
Peut-être sa façon de regarder Ryan, comme s'il évaluait une marchandise endommagée. Ou peut-être la manière dont son regard s'est attardé sur moi quand je suis entrée avec un plateau de thé. C'est la nouvelle, demanda-t-il. Emily Carter, répondis-je d'un ton neutre. Elle tient mieux que les 3 précédentes, plaisanta Eric. Elle n'est pas là pour vous divertir, répondit froidement Ryan. C'est mon infirmière. La conversation dériva sur les affaires. Fusion, investisseurs, contrat. J'essayais de me faire invisible, mais un mot me figea sur place, l'anglais. Eric se pencha en avant. Laura dit que son père est prêt à débloquer les fonds. Il nous suffit de transférer les droits de contrôle. L'anglais capital s'occupera du reste. Il a des contacts au conseil d'administration. Ryan ne répondit pas, j'ai déjà préparé les documents, continua Eric. On a juste besoin de ta signature. Je vais les examiner, dit Ryan. Tu dis ça depuis des semaines. Si on attend plus longtemps, l'opportunité va nous passer sous le nez. Mon pouls battait dans mes tempes. Je me suis éclipsée de la pièce. L'anglais. Laura Langlais. Ce nom me hantait. Et soudain, tout s'est mis en place. L'anglais capital. Laura. L'insistance d'Eric. Ils essayaient de prendre le contrôle de l'entreprise pendant que Ryan était vulnérable. Et si Laura était impliquée, Megan Langlais ne pouvait pas être loin. Mon ex-fiancé, Jason, travaillait pour l'anglais capital. Était-ce une simple coïncidence ? Cette nuit-là, je n'ai pas pu me retenir. Alors que j'aidais Ryan avec ses étirements, j'ai rompu le silence. J'ai entendu votre conversation avec Eric. À propos de l'anglais capital. Il ne m'a pas regardé. Et je lui ai tout raconté. Le nom de Laura. Et celui de Megan. À ce nom, il s'est arrêté. Vous la connaissez ? Mon ex-fiancé m'a quitté pour elle. Jason Miller. Il travaille pour l'anglais. Ryan a cligné des yeux lentement. Jason Miller. J'ai déjà entendu ce nom, par Eric. Il se redressa. Vous insinuez que mon associé et votre ex-fiancé complotent contre moi ? Je dis que c'est une trop grosse coïncidence pour être ignorée. Il est resté silencieux un long moment. Finalement, il a dit, je vais examiner ces documents. Le lendemain matin, il a frappé à ma porte. Il ne frappait jamais. Quand j'ai ouvert, Ryan était assis dans son fauteuil, un dossier sur les genoux. Vous aviez raison. Sa voix était glaciale. Les documents ne concernent pas un investissement. Ils transfèrent la totalité des droits de décision et de propriété à une société holding créée par Eric il y a 2 mois. Une coquille vide contrôlée par l'anglais. J'ai eu le souffle coupé. Je veux que vous m'aidiez à les arrêter. Il m'a tendu le dossier. Vous êtes sûr ? S'ils me croient trop faible pour me battre, alors ils ont oublié qui j'étais avant cet accident. Le plan a pris des jours à se mettre en place. Chaque soir, Ryan et moi nous asseyions dans son bureau, penchés sur les documents. Il avait contacté son avocat en secret. Il rassemblait des preuves. J'avais plus confiance en Eric qu'en n'importe qui, m'a-t-il avoué un soir. Une semaine plus tard, une réunion extraordinaire du conseil d'administration a été convoquée. Personne ne se doutait de rien. Cet après-midi-là, Ryan a enfilé un costume sur mesure, d'un bleu nuit impeccable. C'était la première fois que je le voyais habillé ainsi, et mon cœur a raté un battement. Il s'était entraîné à marcher avec une canne. 20 pas, je veux qu'il me voie entrer sur mes 2 jambes, avait-il dit. Le jour de la réunion, nous sommes arrivés en avance. Les têtes se sont tournées à notre entrée. Ryan marchait à mes côtés, la mâchoire serrée, d'un pas mesuré mais assuré. La stupeur a balayé la salle de conférence. Eric était assis en bout de table. Laura Langlais était là, ainsi que Jason. Il semblait plus petit que dans mes souvenirs. Quand Ryan est entré, un silence de mort s'est installé. Tu marches, a balbutié Eric. Pas parfaitement, a répondu Ryan, mais suffisamment. Il s'est dirigé droit vers le bout de la table. Cette réunion est désormais sous mon autorité. Et je vais commencer par ceci.
Il a posé un dossier sur la table et a commencé à énumérer, une par une, toutes les preuves de la tentative de prise de contrôle frauduleuse. Le visage d'Eric s'est vidé de son sang. Laura a ricané. Jason fixait ses chaussures. Le conseil d'administration a voté. C'était unanime. Eric a été démis de ses fonctions, les contrats annulés. Une fois la pièce vidée, Ryan et moi sommes restés seuls. Il s'appuyait sur sa canne, à bout de souffle, mais ses yeux brillaient. « Vous l'avez fait » ai-je murmuré. « Non » a-t-il corrigé. « Nous l'avons fait. » Et pour la première fois, il m'a offert un vrai sourire, large et sincère. Et j'ai réalisé que ce jour-là, il n'était pas le seul à avoir fait ses premiers pas vers une nouvelle vie. Les semaines qui ont suivi ont transformé la maison. La lumière semblait inonder chaque recoin. Ryan avait encore des jours difficiles, mais l'amertume s'estompait, remplacée par une détermination tranquille. La mienne aussi. J'ai cessé de pleurer le mariage que je n'avais jamais eu. Lentement, j'ai commencé à me reconstruire. Nous avons instauré un rituel, un soir par semaine, c'est lui qui cuisinait. C'était souvent immangeable, mais nous rions. Un soir, il m'a tendu une assiette au contenu douteux. J'ai transféré une partie des actions de l'entreprise à une fiducie, a-t-il dit soudainement. Une fiducie qui vous inclut. J'ai écarquillé les yeux. Quoi ? Je ne vous donne pas la compagnie, a-t-il précisé doucement. Mais je veux que vous sachiez que j'ai bâti quelque chose de mieux avec vous à mes côtés. Et je veux que vous fassiez partie de la suite. Il a sorti une petite boîte noire de sa poche. Mon cœur s'est arrêté. Avant que vous ne disiez quoi que ce soit, s'est-il empressé d'ajouter, vous n'êtes pas obligé de répondre maintenant. Je sais que je suis encore en train de me reconstruire, et je sais que ce n'est pas ce pourquoi vous aviez signé. Il a ouvert la boîte. À l'intérieur se trouvait une bague simple en or blanc, sertie d'un minuscule saphir, de la couleur de ses yeux. Mais je voudrais vous demander. Voudriez-vous envisager de faire ce chemin avec moi ? Non pas parce que j'ai besoin d'être sauvé, mais parce qu'avec vous, je me souviens de qui je suis vraiment. Je n'ai pas pleuré. J'ai ressenti une chose bien plus profonde, un sentiment de paix, d'arrivée. J'ai pris la bague et l'ai glissée à mon doigt. Elle était parfaite. Je ne dis pas oui, ai-je murmuré en souriant, mais je ne dis pas non non plus. Il a ri, un son clair et heureux. Ça vous ressemble bien. Nous n'avons pas fait d'annonce grandiose. Nous avons simplement continué à vivre, jour après jour. Il a recommencé à marcher sur 1 kilomètre complet. J'ai obtenu ma certification pour ouvrir un cabinet de soins spécialisé. Quant à Jason, il m'a envoyé un unique texto, 2 lignes pour me demander si j'allais bien. Je n'ai jamais répondu. Je n'en avais pas besoin. J'avais déjà tiré la plus grande leçon de ce chagrin d'amour. Parfois, un cœur brisé n'est pas une fin, mais la porte d'entrée vers une vie que l'on n'aurait jamais osé imaginer. Pour son anniversaire, nous sommes partis sur la côte. Il marchait à mes côtés sur la plage au coucher du soleil, le sable frais sous nos pieds. Il s'est arrêté, a regardé l'océan et a demandé « Tu crois qu'on redeviendra un jour ce qu'on était avant ?» J'ai secoué la tête. J'espère que non. Il s'est tourné vers moi, intrigué. J'ai ajouté « Parce que ce que nous sommes devenus est tellement mieux. » Il n'a rien répondu. Il a simplement pris ma main dans la sienne et ne l'a plus lâchée.